salut les terriens. Très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Dominique Farrugia. Dominique, bonsoir. Dominique, vous êtes ici ce soir pour la sortie de votre nouveau film « L'amour, c'est mieux à deux ». Mais je tiens à dire tout de suite que « L'amour, c'est mieux à deux » n'a aucun rapport avec les rumeurs qui ont touché le couple Sarkozy ces dernières semaines. Alors Dominique, vous connaissez l'émission. En P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, de vos débuts, de votre carrière, de la Légion d'honneur que Nicolas Sarkozy vous a remise en décembre dernier. Et depuis, rien, pas de médaille Pas une carte postale, rien. Rien du tout, pas un coup de fil, rien. Non, non. Bon, il a peu vu le film, c'est pour ça, sinon vous aurez donné la croix de guerre. Mais pas encore, mais je ne lui ai pas montré. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la télé. Hervé Bourges, président du comité permanent de la diversité de France Télévisions, qui vient de faire un rapport où il constate qu'il n'y a pas assez de Noirs et d'Arabes à France Télévisions. En même temps, c'est normal, il y a Zemmour. C'est vrai, il y avait Rachid Arabe, mais ils l'ont mis au CSA. Alors, toujours en P2, nous recevrons Christophe Alévèque pour Ciao Amore, la pièce qu'il interprète à la Gaîté Montparnasse. Difficile de s'appeler Alévèque en ce moment avec toutes ces histoires de pédophilie. Il se marre pas du tout, je vais vous dire. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors Dominique Farrugia, rebonsoir. Votre nouveau film s'appelle L'amour, c'est mieux à deux. Vous n'avez pas toujours dit ça, Dominique. Non, mais j'ai été comme tout le monde. Et voilà, après, ouais, on se case. Voilà, donc c'est un film qui est réalisé à deux avec Arnaud Lemort, où l'on trouve Clovis Cornillac, Virginie Efira, Manu Payet. Ouais. Vous voulez que je fasse le pitch? Oh oui. Hein? Oh, ouais. Alors le pitch, c'est deux amis d'enfance, Clovis et Manu, qui ont deux visions diamétralement opposées sur les femmes. Clovis rêve de rencontrer le grand amour, et Manu, lui, au contraire, il pense que les hommes ont un sexe à la place du cerveau. Voilà. Alors, ils vont découvrir les limites de leur raisonnement au contact de Virginie Efira et Anne-Lise M. C'est ça. C'est une comédie romantique, mais avec de l'humour, quand même. Hein. Ah oui, des gros bouts de comédie dedans. Ouais, ouais. Et on se marre de tout. Oui. Alors, 10 ans après la stratégie de l'échec, vous voilà redevenu réalisateur. La barbe, c'est un hommage à Steven Spielberg ou à Kubrick? Oh, c'est gentil. Non, non, c'est parce qu'on m'avait retiré ma carte après le réalisateur, et là, on me l'a redonné, donc voilà. J'ai retrouvé mes points. Voilà. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. C'est le hasard qui détermine les grandes histoires d'amour. Depuis toujours, tu me bassines avec tes théories à deux balles sur l'amour, la rencontre parfaite. C'est ce qu'elles disent de nous. On a un sexe à la place du cerveau. Ça va, je te dérange pas là? Moi, j'assume. Quoi? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour? Je dirais entre 10 minutes et un quart d'heure. Pourquoi moi j'ai pas droit à ma rencontre avec une femme qui me plaît? Bon bah... Maladie? Pardon? Bah oui, on dit toujours santé. Alors maladie, ça change un peu. Moi, le prochain que je chope, je lui donne pas plus de 5 minutes pour me faire bouffer l'oreiller. C'est grave. Grave en manque, c'est clair. Ça fait un peu princesse Léa dans Star Wars. Et avec les cheveux détachés. Et là, on dirait plus Chewbacca. Je lui tire des gonzesses. Ah Michel, c'est des années de travail, tu vas m'en prendre? On a vu son regard. C'est le coup de foudre. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait du bien, hein? Presque envie de pleurer. Tellement belle, tellement douce. Si vous la voyez, elle... Attention, je peux frapper. Hein. Je connais beaucoup de femmes qui savent faire le crotal. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui ne demande qu'à révéler la partie sensible de son âme. Une bite. Faut que tu penses comme une bite, faut que tu regardes comme une bite. C'est quoi un regard bite? Madame, je vous ai vu plaider et j'ai envie de vous dire bravo. J'ai pris une leçon de droit, d'éloquence. Gentil, merci. Oui, non, mais une autre fois, parce que là, c'est pour montrer à un ami... Enfin bon. Tu vois? C'est génial. Comment ça, un bébé? Mais de moi, elle en est sûre. Bon, comment il s'appelle? Attendez, redites-moi le nom parce qu'on a été coupé. Arvid. Ah bah non, on n'a pas été coupé. L'amour, c'est mieux à deux. Dominique Farrugia, Arnaud Lemort, en salle actuellement. C'est très marrant. Je voulais passer un bon moment. Allez-y. Et la musique, c'était Maroon 5, évidemment. Là, c'est Maroon 5. Ah, j'adore. Il y a plein de bons titres dedans. Ah, on a ouais, essayé c'est d'acheter des titres qui me plaisaient. J'avais prévu déjà les titres avant de tourner. Bravo, hein. Ça mérite la Légion d'honneur une fois de plus.
Quand je pense à votre Légion d'honneur, là, Oui. c'est bien la preuve qu'on peut prendre de la drogue, baiser des filles, faire des blagues à la con et réussir sa vie, finalement. Dominique. Oui, mais il y a eu 2 vies. Oui. Il y a eu la première vie donc, que vous venez de citer, puis il y a une deuxième vie. Deuxième vie. Voilà, plus à droite. Avec les petits enfants. Ma petite Mia et la prochaine qui arrive. Et là. la prochaine qui arrive. Oui. C'est un scoop, là. Ma femme me dit qu'on a un prochain enfant, autrement on n'aura pas de cadeau. Alors, Mia, la prochaine, elle va s'appeler comment? Ah, je peux pas dire. Je Ah sais ouais. pas encore, parce qu'on est encore en combat avec ma femme. En grec, ça veut dire première Mia. Je sais. Voilà. Je sais, ma femme est grecque. Elle est grecque, ben, elle nous doit du blé. Alors, hein. Si on va tous raquer pour elle, là. Oui, mais bon, l'Espagne aussi. Hein, Ouais. On va y passer. Puis après Ouais. le Portugal, et il y aura la France. Vous savez, ça peut dire cacopédie en grec. Non. Mauvais petit, vous direz ça à Mia. Ah. Cacopédie. Koukla, ça veut dire poupée. Ah, Voilà. très bien. Il s'y connaît quand même, Peter. Je sais même dire merci beaucoup, Efkaristopoli. Caristopoli. Voilà. Et pour dire non, on fait oh. Ouais. J'adore les Grecs. Alors, on va parler de votre vie, Dominique. Spiridion. Oui, Spiridion Léon Farrugia. Spiridion, c'est énorme. c'est énorme. C'est le prénom de mon grand-père qui était Ouais. musicien, Ouais. qui était et qui reste mon Dieu sur la terre. Non, c'était le patriarche comme on l'a connu en Méditerranée, Ouais. avec le chapeau sur la tête, au bout de la table. Personne Ouais. ne parlait avant qu'il ait parlé, etc. D'accord, etc. le vrai, quoi. Ouais, le vrai. Le bonheur. C'est pour ça que j'ai gardé S sur mes cartes de visite. Dominique S. Spiridion. Farrugia. Alors, vous naissez le 2 septembre 62 à Vichy, d'une famille d'origine maltaise. Ouais. Votre grand-père, votre oncle, votre père, enfin, ils étaient tous chefs d'orchestre. Hein. Ouais, ils sont tous musiciens. Ouais. Mes cousins, on est une famille de musiciens. Famille de musiciens. De père en fils, comme la boucherie. Voilà. Et alors, votre famille quitte Vichy quand vous n'avez qu'un mois. Pourquoi ils ont appris ce qui s'était passé 20 ans avant? Non, mais Non. mon père était chef d'orchestre au Casino de Vichy. Ouais. Donc je suis né en septembre, fin de saison. Hop, on rentre à Ah oui, Paris. d'accord, bah oui. Oui. Ah oui, c'est tout. Voilà, c'est tout con. C'est votre oncle qui était le chef d'orchestre de Mireille Mathieu, non? Oui, Oh exactement. là là, Eh ouais. énorme. Eh ouais. Vous l'avez dit à Mireille quand vous l'avez vu à la Concorde? J'étais pas à la Concorde, j'étais pas au Merde. Fouquet. Oui, d'accord. À l'époque où j'ai voté, pour moi, c'était le meilleur candidat possible parce que je pensais pas que Ségolène était capable Bah de le faire. non, bah oui. Et on s'est Vous avez aperçu. été nombreux à penser pareil. Ouais, mais moi, je suis pas déçu à l'inverse de pas mal. Ah oui. Ouais. Bien. On en parlera tout à l'heure. Hein. Non. Alors, vos parents quittent Vichy, donc. Et- Ils montent à Paris, ils ouvrent un bistrot à Pigalle. Voilà, ça s'appelait Le Verdier. Voilà, et après, ça s'appelait Chez Farrugia. Ah, ça c'est déjà mieux. Ça. Oui, bon. Enfin, bien que vous n'étiez pas encore connu, ni vous ni votre frère. Ouais, donc on s'en foutait, quoi. On s'en ouais. foutait. Ça ne servait à rien d'appeler Rien ça du chez tout. Farrugia. Mais au moins, on savait où c'était. Ah oui. Alors, vous arrêtez vos études en seconde à 17 ans. Ouais. En seconde à 17 ans. J'ai redoublé 2 fois. En seconde à 17 ans. J'avais 16 ans et demi quand j'ai arrêté, Ouais. non pas 17. Ça, Ouais. c'est une erreur dans ma biographie. J'aurais pu dire que j'avais le bac, je ne l'ai Ouais, pas. moi, je l'ai dit que j'avais une licence d'anglais, personne ne me l'a jamais demandé. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, je dis ça pour les gens qui font des études. Ouais. Mais... non, mais ça servait à rien. Je faisais 3 langues vivantes, français, anglais, russe. Ouais. Et j'apprenais la flûte traversière, c'est pas ça qui allait me faire bouffer. Donc je me suis dit, bah, mets-toi à travailler maintenant. Donc j'ai fait plein de petits boulots. Plein de petits boulots, tout en prenant des cours de batterie quand même. Hein. Ouais, Voilà. parce que je voulais être batteur de rock. C'était Dans des premier- groupes punk, new wave. Ouais, vous avez joué, ouais. hein. Ouais, j'ai joué. Mais le problème, c'est que la boîte à rythme est arrivée juste en même temps au japonais. Ah, c'est con. Donc je me suis dit, il faut On peut-être se fait faire chier quelque à chose. apprendre un truc. Ouais, il faut peut-être Ouais. faire quelque chose d'autre, parce qu'à l'époque, il y avait que de la boîte à rythme partout. Ouais, bah oui, je me Début souviens. des années 80, c'était ça. Les épaulettes, la boîte à rythme. Bah oui, Jacques No et tout. Eh ouais, Jacques No, c'est ça. Alors, les petits boulots, laveur de carreaux, distributeur de prospectus, coursier à pied énorme. Coursier à pied à la Réunion aérienne, qui était une assurance d'aviation. Ouais. Donc il ne fallait pas prendre une mobilette. Ouais. Et j'avais une prime de chaussures C'est incroyable. de 200 francs tous les 3 mois. Et puis un jour, donc, votre rêve de pénétrer dans le monde magique de l'entertainment, Dominique, se réalise enfin. Vous devenez standardiste à Europe 1. Mais À l'époque, Europe numéro 1, d'ailleurs. Europe numéro 1, donc c'était un job d'étudiant. Donc Ouais. voilà, on gagnait 17 francs de l'heure. Et on répondait aux standards de jeu. Et là, dès le début, vous êtes énorme. Quand on vous appelle en disant « Allô, c'est Europe 1 », vous dites « C'est lui-même, mais appelez-moi Pimpin Oui, c'est ça. J'avais commencé la blague. Ouais. Voilà. Après Europe 1, il y a RTL. Hein. Ah, c'est normal. Hein. Bah oui, on monte en grade. Bah oui, bossé avec Max Meignier. Et l'émission est réalisée par Jean-Pierre Cancien, dont la femme, Dominique Cancien, future directrice des variétés de TF1, cherche un assistant pour une nouvelle chaîne qui s'appelle Canal+. Eh oui. Alors, vous commencez aux bandes annonces et vous finirez président, directeur général. Un big up, là.
Et alors, vous commencez sa cartoon avec Philippe Dana en 85, une histoire de pot de miel. C'est des trucs bidons qu'on fait, mais c'est une chaîne qu'on regarde pas à l'époque. Ouais, Donc, on peut tout tenter. Ouais, voilà. bah oui. Et moi, j'ai compris que c'était pas fait pour moi d'être devant. Vous étiez pas mal devant après, quand même. Mais c'est pas de mon fait. C'est De Grève qui a dit tiens, on avait décidé de faire un faux journal qui allait devenir le JTN, et c'est De Grève qui a dit Faroudia va faire la météo. Ouais. Et donc, quand De Grève dit Faroudia va faire la météo, tout le monde dit oui, monsieur. Et là, vous rencontrez Alain Chabac, vous devenez amis. Le soir, vous regardez ensemble des cassettes de Saturday Night Live. Évidemment, ça donnera Les Nuls avec Carrette et Lobby. Ça s'est fait à peu près comme ça. Ouais. Après Les Nuls, vous vous lancez dans la découverte de nouveaux talents. Cadéo, Titoff, Les Robins des Bois, Dubosc, et ensuite Manu Payet et Laurent Lafitte. C'est pas mal quand même, vous avez du flair, non? Ouais, du cul aussi. C'est pas mal. Alors, en dehors des nouveaux talents, vous faites de la production de films, Trafic d'influence, Paparazzi, excellent film. Meilleur espoir féminin, Monsieur Batignolles, c'est pas mal, hein? Merci. C'est vrai que ma collaboration avec Junio, c'était quelque chose de prodigieux dans ma vie. C'est la magie du cinéma, et c'est pour ça qu'on en fait. C'est que parfois, on a ça. Puis alors, parfois, on a Le Clone aussi, que j'ai produit, qui est une bouse. Mais bon, voilà, on ne gagne pas à tous les coups. Voilà. Alors, vous créez des chaînes de télé, donc Comédie, Cuisine TV. Et en 2002, Canal vous rappelle, vous êtes d'abord directeur des programmes, donc, puis PDG de la SA. Ensuite, retour à la prod avec les films et les spectacles. Et aujourd'hui, alors Dominique, on parle de vous pour France Télévisions. On parle de moi, mais personne ne m'a parlé. Donc, moi, si vous démentez aussi catégoriquement, ça prouve que c'est complètement vrai. Ah ouais, c'est ça. Non, Pourquoi on a parlé de vous autant, aussi fort? Je pense parce que, d'une part, j'ai une franche amitié avec Courby, qu'on sait que j'aime bien le président de la République, n'en déplaise aux deux garçons qui passeront après. Ouais. Et que, voilà, on s'est dit, tiens, peut-être il y est, j'en sais rien, ça a dû être évoqué. En tout cas, moi, on ne m'a pas appelé vraiment. Je ne sais pas si j'ai envie de remettre les mains dans le cambouis, parce qu'il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis. Il y a un énorme boulot à faire, mais il y a un boulot intéressant. Vous diriez pas non? Je ne sais pas à quoi je dirais oui. C'est plus ça qu'autre chose. Ouais. Voilà, je rappelle le titre du film. Ça s'appelle L'amour, c'est mieux à deux. Et le prochain, c'est à trois, j'imagine, non, Dominique? Ça devrait être la suite, ouais. Ça devrait être la suite, normalement. Et nous accueillons Hervé Bourges. Et Christophe Alévêque. Hervé Bourges, bonsoir. Bonsoir. Alors, Hervé Bourges, vous avez été successivement président de TF1, de France 2, France 3, de RMC, de Canal+ Afrique. C'est pas une carrière, c'est un zapping. Oui, vous avez raison. Oui, surtout que c'est venu comme ça. Ouais. Voilà. C'est pas Hervé Bourges, c'est Hervé Bouge. Oui, et puis j'ai pas fini. Vous avez été président de tellement de trucs, vous avez été président à vie, finalement, non? C'est votre boulot, président. Ah, ça n'existe pas à vie, vous savez bien. Ouais. Il y a 65 ans, on ne peut plus être président. Ah, pour moi, vous êtes président à vie. Je l'appellerai président toute ma vie, moi. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir, président, parce que c'est vous et Marie-France Brière qui m'avez fait débuter à la télévision il y a 25 ans, mesdames, messieurs. Merci. En 1985. Et alors, je me souviens toujours d'une fois, vous êtes venu à Tout le monde en parle, et vous m'avez dit, Thierry, j'aime beaucoup, je suis très content de vous avoir mis à l'antenne, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc. Mais arrêtez de parler du cabanis. Arrêtez de parler du cabanis à la télévision. Mais oui. Mais vous savez, c'était excellent parce que vous avez repris ça après à c'est chaque devenu fois. un gimmick énorme. Donc, vous voyez, j'avais bien monté mon coup. Hein. Très bien, président. Vous savez comment on dit quand même maintenant? Le truc. Bah, on dit cannabis, on le sait bien. Cannabis, bravo. Ouais. Moi, je suis sûr que pour arriver à le prononcer comme ça, vous avez dû en fumer. Moi, je suis sûr. Hein. Et dites-moi, vous me parlez jamais de la cacoïne? Christophe Alévêque, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour une pièce intitulée Ciao Amore, dans laquelle une femme féministe et italienne quitte un mari ambitieux et paumé, sans trop savoir pourquoi. C'est un truc sur Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, non? Non, nous, dans la pièce, nous sommes fidèles. C'est quoi? Ah, hein. Mais ce ne sont que des rumeurs. Ouais. Non, c'est... Elle l'aime plus, tout simplement, elle ne sait pas pourquoi. Elle croit qu'elle l'aime plus, c'est un électrochoc, et lui, comme beaucoup d'hommes, il a un peu la tête dans le sac, il est un peu autiste au niveau des sentiments. Et tout d'un coup, il va bien falloir qu'il se pose des questions et qu'il fasse le flashback. Et tout ça se fait dans la
plus totale mauvaise foi. C'est assez dur, assez violent. Alors les questions posées dans l'œuvre sont pourquoi on s'aime, pourquoi on s'aime plus, comment faire pour s'aimer dans une société où l'individualisme règne en maître, voilà. C'est une comédie d'apparence légère et derrière on y met... Moi j'aime bien bosser comme ça. Que les gens, à la limite les gens rient et après ils comprennent pourquoi ils ont ri. Bon, c'est une pièce de Jérôme Lotsky qui est à la Gaîté Montparnasse. Et avec vous, il y a Serena Rinaldi, la belle italienne de Nice People. Alors, la rencontre avec Serena a été primordiale, dites-vous. Oui. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est-à-dire primordial, voilà. Voilà, c'est tout. Non, mais primordial à quel sens? Dans tous les sens. Dans tous les sens. Oh, Christophe! On regarde à quoi ça ressemble. Je crois que je t'aime plus. Pardon? Toi, t'es folle, EasyJet, à 6h du matin. Toi, t'es stripteaseuse qui t'as même pas les couilles d'aller voir. Toi, t'es quota laitier, mais j'en ai marre de ton lait. J'en ai marre de tes vaches. Laissez-la tranquille. Je ne suis pas malade, José. Je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. J'aurais craché, ça? Elle veut juste se faire l'amour une dernière fois, comme la première, comme à Touzé. Je suis sûr que t'as même pas envie. T'es sûr que j'avais envie à chaque fois? Pourquoi j'arrive pas à lui dire ça? On peut quand même pas se quitter comme ça, reste. Boire un verre, tu vois. Justin, ça te va? T'es en train d'essayer de me sodomiser? Je me suis trompé. Pourquoi on perd l'envie de croire? De rêver? Hein, José? Pourquoi? Pourquoi on a laissé faire ça? Hein? Pourquoi? Ça fait beaucoup de questions, là. Ciao, amore. Et putain, je t'aime! Yeah. Voilà, ciao amore. À la Gaîté Montparnasse. Pas mal, hein? Ça va bien. Ça marche bien en plus. Oui, ça se passe très bien. Et ce qui est bien avec le théâtre, c'est que de représentation en représentation, les gens disent souvent « Oh, vous n'en avez pas marre » au bout d'un moment. Non, c'est un spectacle vivant et ça bouge sans arrêt. Et un jour, je réussirai ma tentative de sodomie. Oui. Alors, il y a une autre actu, Christophe. Il y a 2 jours, vous avez célébré l'anniversaire de l'élection de Nicolas Sarkozy à l'Élysée en chantant donc 1000 colombes devant le Fouquet's. C'est vrai qu'il est sorti du resto pour vous dire « Fais pas le malin, toi ». Hein? Viens le dire ici si t'as des couilles. Oui, tous les ans on fait l'anniversaire. Donc il y a un gâteau, lâcher de colombes, distribution de billets de 500 € pour relancer le pouvoir d'achat. Mais vous l'aviez fait ça l'année dernière déjà. Ouais, on l'avait fait déjà tous les ans avec le comité là sur internet. Mouvement de résistance ludique des 1000 colombes parce qu'on a été quand même nous. On a même encore des copains qui sont dans le coma quand ils ont vu arriver Mireille Mathieu place de la Concorde. Mais, il y a eu un... mais à la décharge de Sarkozy, je crois que lui aussi. Il n'était pas super content. Ah ouais? Non, je pense pas. On voit leur tête d'ailleurs sur la scène, la tête de Fion, le Premier ministre. Quand on voit sa tête sur et là ils se disent. Non mais elle n'arrête pas de chanter. Oh putain, mais elle s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Vous nous faites un petit 1000 colombes comme ça à cappella? Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Ça, c'est la colombe. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est le cri de la colombe. Encore 2 ans. Mais qui dans 2 ans? Ouais. C'est ça le problème. Hervé, vous qui êtes président depuis toujours, vous voulez pas vous présenter à la présidence de la République? Je trouve quand même que il s'occupe de beaucoup de choses, qu'il est très présent sur le terrain, que ça a apporté un dynamisme assez extraordinaire et nouveau par rapport à ses prédécesseurs, mais que trop en faire, ça risque de gâcher le plaisir des uns et des autres. Plutôt que quelqu'un qui gesticule, il nous faudrait quelqu'un qui fasse vraiment bouger les choses. Mais tu vas me donner quelqu'un qui va faire bouger les choses et ça va me faire marrer, tu vois.
Aujourd'hui, malheureusement, à gauche, et je te parle en tant qu'ex-homme de gauche, il y a 0 proposition. On travaille sur la retraite, non, on ne bougera pas des 60 ans. Ok, d'accord, mais comment on fait? À un moment donné, je veux dire, ça fait 3 ans que le capital n'est absolument pas taxé. Donc, ne serait-ce que ça, je veux dire, le pognon, il faut aller chercher où il est. Tu as raison, mais ça n'était pas dans le programme du mec qui a été élu. En tout cas, le petit peuple, entre guillemets, qui a voté pour lui, je pense qu'il ne le fera pas 2 fois. On en reparlera. Bien. Oh, oh. Oui, mais il n'y a personne en face, on est d'accord. C'est bien le problème. Il y a des gens qui l'ont soutenu et qui se sont barrés parce que tu as le meilleur moment de se barrer quand ça va mal. Et moi, j'ai envie d'être là au moment justement où ça va mal pour essayer de faire quelque chose pour que ça bouge quand même. Bien. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la télé avec l'édito de Blacko. Et c'est Emmanuel Beretta, responsable média au Point, version papier et net, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Pauvre petit président Sarkozy, il en a tellement bavé pour arriver au sommet du pouvoir, et maintenant qu'il est tout en haut, eh ben il peut même pas nommer qui il veut à la tête de France Télévisions. Pourtant, en juin 2008, il avait décidé que c'était à lui de nommer le patron de France Télé. Écoutez, les choses doivent être claires quand même. Il y a un actionnaire. Cet actionnaire nomme un président. Désormais, la télé publique appartient officiellement au domaine réservé de l'Élysée. En tant que chef des armées, le président est le seul à pouvoir appuyer sur le bouton de l'arme de destruction massive. Et ben la télé, c'est une arme de communication massive. Seul le président peut appuyer sur le bouton de la télécommande. Après tout, ça s'est toujours plus ou moins passé comme ça. Sous Chirac, c'est Patrick de Carolis qui a été nommé à la tête de la télé publique. Juste après avoir écrit un livre d'entretien avec Bernadette Chirac. Comme c'est mignon comme petite coïncidence. Vous imaginez si aujourd'hui Sarko nommait un proche de Carla à la tête de France Télévisions? Le scandale? Après le fiston à la tête de l'EHPAD et Henri Proglio à la tête d'EDF, notre président est devenu tellement impopulaire qu'il doit éviter toute nouvelle tempête médiatique. Du coup, pour pas faire de vagues, ben l'idéal, c'est de rien changer et donc de reconduire le président actuel pour 5 ans. Le seul problème, c'est que Carolis a traité Sarkozy d'imbécile et de menteur. Enfin, il l'a pas dit exactement comme ça, mais quand Sarkozy a affirmé que les programmes du public ressemblaient à ceux du privé, Carolis l'a bien cassé. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de différence entre la télévision de service public ou les télévisions privées, je trouve cela faux, je trouve cela stupide et je trouve cela injuste. C'est incroyable. Aujourd'hui, pour décrocher un poste, mieux vaut ne pas appartenir au camp du président. Après avoir nommé le socialiste Didier Migaud à la tête de la commission des finances de l'Assemblée, après avoir nommé Michel Charasse au Conseil constitutionnel, pourquoi notre président ne confierait-il pas la direction de France Télévisions à un gars qui a dit qu'il était stupide? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graphe. Emmanuel Beretta, bonsoir. Vous êtes responsable de la rubrique média au Point et vous publiez chez Fayard le hold-up de Sarkozy, intrigue, lobbying et coup tordu. Alors le pitch, c'est le hold-up d'un enfant de la télé sur le service public de la radio et de la télévision. Ça aurait pu s'appeler Sarko le télécrate. C'est incroyablement bien documenté, c'est extrêmement précis. À croire que vous êtes partout, comment vous faites? Beaucoup de gens avaient intérêt à parler au bout de 3 ans de présidence Sarkozy, et donc j'ai de bons témoins qui ont alimenté. C'est une précision. J'essaye d'être dans les réunions à Matignon, chez Christine Albanel, dans le bureau de Carolis quand il apprend que la pub va être supprimée. J'essaye d'être un peu dans tous ces endroits-là. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait? Il y a des moments extraordinaires. Par exemple, quand Sarkozy va à France 3 le 30 juin 2008... Donc il s'engueule avec Carolis. Et ce que j'ai appris en lisant votre bouquin, c'est qu'il y a des syndicalistes qui veulent enfoncer la porte. Et effectivement, la porte qui devait conduire au studio a été bloquée par les gardes du corps, pendant que de l'autre côté, les syndicalistes, avec un bélier, ont enfoncé la porte, ont tenté de le faire. Le verrou a sauté, ça fait partie des choses qu'on n'a pas su. Personne n'a filmé ça? Non. Il y a un truc aussi qui est formidable, c'est quand on doit nommer quelqu'un à la tête de l'audiovisuel extérieur. Alors, il y a Kouchner qui fait « J'ai bien une idée, moi, mais bon, elle ne voudra jamais. » C'est extraordinaire. Oui, effectivement, il y a une scène qui se déroule au Quai d'Orsay où, effectivement, Kouchner suggère le nom de
de Christine. Alors Christine, c'est Christine Albanel ou Christine Ockrent? Tout le monde comprend que c'est Christine Ockrent. Oui, mais sans le dire. Il y a un mystère là-dessus, parce que Christine Ockrent avait été reçue par Sarkozy plusieurs mois auparavant. Elle lui avait dit non. Donc on ne sait pas s'il aidait vraiment sa femme, on ne sait pas. Il y a un mystère. Et alors, il y a les amis à caser. Alors ça, c'est extraordinaire, les amis à caser. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je dirais, dans votre bouquin, c'est Christian Clavier, à qui on demande de jouer une pièce sur France 3. Oui. Il demande quand même 382 000 € pour jouer un Molière. Et quand il fait le deuxième Molière, il redemande 382 000 €. C'est cool d'être ami avec Sarko, quand même. Pour être honnête, je pense qu'il a hérité du contrat de Michel Serrault, qui est décédé, et dont il a pris la place au pied levé. Tu viens et tu prends au pied levé et on te donne le même contrat et tu dis oui. Ouais. À mon sens, on aurait mis Henri Guibet, je pense que... En même temps, il y en a un des deux qui a du talent, quand même. Oui, voilà. Et les deux sont morts. mais il y a une histoire marrante dans le cinéma avec Thierry Lhermitte qui a repris la place d'un autre acteur dans Le Dîner de Cons. Ouais. Et en fin de compte, on ne voulait pas de lui et la maison de production ne voulait pas de lui et ils ont été obligés de le prendre et il a dit d'accord, mais c'est Multipercard. Ah là là, ouais. Et voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui font ça. Alors, il y a aussi évidemment la suppression de la publicité, ça c'est extraordinaire parce qu'on ne sait toujours pas comment ça va être financé puisque Bruxelles ne veut pas qu'on taxe les telcos. Oui, là je suis désolé, Dominique, c'est un peu l'improvisation générale de ce président. Il a un peu improvisé tout ça lors d'une conférence de presse au moment où il avait quelques problèmes à garantir une augmentation du pouvoir d'achat. Et l'improvisation mène au fait que l'Europe nous dit non et qu'on ne sait plus financer cette réforme. Là, le vrai problème général, c'est qu'on n'arrivera jamais à taxer les telcos et c'est le problème de l'industrie cinématographique française parce que aujourd'hui, si le piratage existe, c'est grâce aux telcos et les telcos filent pas un rond et le cinéma est en train de mourir à petit feu à cause de ça aussi. Et l'Europe protège les telcos. Exactement. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un lobbying très fort, mais très puissant. Ils étaient même à dire que l'Internet devait être comme l'eau. Et là, tout d'un coup, ils se sont aperçus que l'eau, c'était gratuit. Ils font, ah non, on l'enlève. Alors, Sarkozy va choisir lui-même le président de France Télévisions à la place du CSA. Et nous, on nous dit, en fait, le CSA choisissait rien du tout. Tout ça, c'était arrangé d'avance. Alors, Hervé, vous qui avez été président du CSA, c'est vrai que vous serviez à rien? Le président Sarkozy a pris cette décision, il est chef d'État. Je pense que c'est quand même une erreur et une faute. C'est une faute d'abord parce que c'est un recul des libertés. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'entends des gens qui soit sont de mauvaise foi, soit ne sont pas qualifiés, soit sont mal informés, dire que c'était une grande hypocrisie, parce que c'était toujours le pouvoir. Je vais vous donner, moi, non pas des principes, mais des faits. Cluzel, quand il était à Radio France Internationale, hein, alors là, c'était avec un autre pouvoir, il est en fin de mandat. Et il y avait à l'époque le président Chirac et le Premier ministre, période de cohabitation, qui était Jospin. Et M. Lionel Jospin nous fait savoir qu'il souhaiterait que pour RFI, un tel remplace Cluzel. Nous nous sommes réunis. Et nous avons pensé que les noms qu'on nous proposait ne valaient pas le président en place. Et j'ai été voir M. Jospin, je lui dis, voilà, il me dit, mais l'actionnaire souhaite que... Je dis, mais le CSA ne suivra pas. Alors, voilà. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais à un Carolis près, on va dire, car on sait le lobbying qu'on fait et Madame Chirac et la fille de Jacques Chirac auprès de Jacques Chirac afin que Carolis soit là. Non. Donc, voilà. Pour résumer, le CSA était peut-être une institution imparfaite, mais au moins il y avait une prise de distance. Aujourd'hui, le fait que ce soit le président qui nomme directement, ça le met, lui, Nicolas Sarkozy, dans une position infernale, puisqu'il est soupçonné d'être celui qui va tirer les ficelles. On va le soupçonner de faire ça à Radio France, de faire ça... D'où le président de Radio France et le directeur des programmes de France Inter. Voilà, vivent un enfer depuis plusieurs mois. Il s'est attribué un nouveau pouvoir qui le piège. Résultat, il fait de cette nomination un test politique majeur de ce quinquennat sur une question quand même finalement assez accessoire par rapport aux problèmes des Français. Aujourd'hui, à l'Élysée, quand ils reçoivent des candidats pour diriger France Télévisions, on leur demande qui va faire le journal télévisé. Oui, il veut nommer une équipe. Pas seulement un président, il veut nommer une équipe. Est-ce que c'est l'attribution d'un président de la République de définir la ligne éditoriale de France Télévisions? Vous savez, Emmanuel, qu'on parle de Dominique pour les programmes, vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant. Vous l'avez appelé pour lui demander si c'était vrai? Je l'ai appelé, mais il a répondu que non, et je pense qu'il est assez sincère. Ouais.
Parce qu'il faut faire une chaîne avec Patrick Sabatier, les frères Bogdanov, Pierre Sled à la place d'Arlette Chabot. Daniela Lombroso. Et David Hallyday comme producteur. Ah oui. Est-ce que vous prenez ça? Non, mais David Hallyday, je pense qu'il sera directement au top management. Oui, c'est normal. Parmi les folies de Nicolas Sarkozy, il y a le fait qu'il a rencontré David Hallyday et qu'il lui a proposé la direction des variétés de France Télévisions. Ouais. Ce qu'il a refusé d'ailleurs. Oui. Je suis pas totalement fou. Alors, ce qui est Il extraordinaire, préférait être de l'autre côté du chèque. Pour conclure, ce qu'il faut quand même savoir, ça va t'épouvanter ça, Christophe, c'est qu'en fait, donc, Sarkozy n'est pas arrivé à vendre David Hallyday à Patrick de Carolis, et depuis, Johnny Hallyday ne prend plus Sarkozy au téléphone, et Sarkozy s'en plaint. C'est quand même extraordinaire, non? C'est gravissime, ça. Hein. Ça, par rapport au chômage, c'est terrible. Alors, Hervé, vous êtes président donc, du comité permanent de la diversité de France Télévisions. Et dans le rapport que vous avez rendu public, vous dites « France Télévisions n'est pas encore la télévision de tous les Français ». Vous plaignez qu'en fait, par exemple, Audrey Pulvar, qui présentait le 19-20 sur France 3, n'ait pas été remplacée après son départ sur iTélé. Pour vous, aujourd'hui, il n'y a pas assez de couleurs sur France Télévisions. Bah, ça, c'est une évidence. Regardez la rue. Ils sont tous en prison. Oui. Regarde. C'est normal. Ils dealent de la drogue. Qu'est-ce que tu veux? Regardez la rue et regardez la télévision. Est-ce que la télévision est le reflet de la rue? Non. Il ne s'agit pas de dire on va changer les choses de façon considérable, on va faire une politique de quotas qui serait une bêtise et qui ne privilégierait pas la compétence, mais il faut quand même arriver à rééquilibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé d'abord un acte symbolique qui n'a rien à voir avec les quotas, qu'on puisse, dans un des grands journaux, avoir quelqu'un qui représente cette diversité. Deuxièmement, il faut, et c'est peut-être le plus important, au niveau du recrutement, avoir des gens qui aient un petit peu cette mentalité d'ouverture d'esprit. Oui. Or là, vous trouvez toujours des gens qui se reproduisent à l'identique. Qu'est-ce que vous voulez, un énarque qui va penser à un énarque? Il faut regarder Christine Kelly et Rachid Arab, dès qu'ils ont réussi, on les a mis au CSA. Voilà. Non mais pardon, mais... parce qu'il manquait aussi de diversité au CSA. Oui. Est-ce que c'est vrai que le CSA compte les non-blancs à l'antenne? Oui, dans la comptabilité qui est faite, parce qu'il y a un problème de l'interdiction par la Constitution de dire que les gens sont ceci ou cela. Alors, ils ont trouvé ce biais-là. Mais Nagui, par exemple, vous le mettez dans quoi, vous? Nagui, je le mets dans les bons animateurs de télévision. Oui, mais bon, eux, au CSA, ils le mettent dans quoi? Dans les non-blancs. Mais dans quoi on le met, Nagui? Moi, je le mets. Mais Nagui, dans quoi on le met? Mais il s'est affirmé, il est là. Et là, c'est à ça qu'il faut arriver. Faire ce qui s'est fait, finalement, aux États-Unis. Vous trouvez aux États-Unis, dans un certain nombre de créations audiovisuelles, des gens qui sont procureurs, qui sont médecins, qui sont juges, etc. Il se trouve qu'ils sont noirs, vous ne les regardez pas comme noirs, mais comme tout à fait. Ayant ça. Hervé Bourges, j'ai un problème dont on ne parle jamais quand même, c'est la sous-représentation des classes populaires. Par exemple, les ouvriers font 23% de la population française, à la télé, ils ont 2%. Et les cadres qui représentent 15% de la population française, à la télé, ils sont 61%. Donc, je dirais pas avant, mais parallèlement à la représentation de la diversité, il faut voir aussi la représentation des classes populaires. Mais pour nous, la diversité, c'est aussi la diversité sociale. Ah d'accord, c'est très bien. C'est évident, ça. Alors le CSA a essayé de s'emparer de cette question de la diversité sociale. Ah oui, elle est importante, celle-là aussi. Il exige maintenant des chaînes qu'elles soient balayées dans tous les programmes. Voilà. Pas seulement la fiction, mais également l'info. Alors comment on fait pour équilibrer un JT avec toutes les catégories sociales de la population? Par exemple, ils ont demandé, par exemple, pour les micro-trottoirs, quand on demande leur avis aux gens dans la rue. Comment on fait pour savoir qui est ouvrier, qui est cadre, etc. Alors, ils ont une ligne de conduite qui est ce qu'elle est. C'est quand on porte une cravate, on est cadre. Quand on n'en porte pas, on est tout le reste. Est-ce qu'on n'arrive pas quand même à des absurdités, là? Oui, mais est-ce que le JT qui représente le mieux la diversité sociale, c'est pas celui de Jean-Pierre Pernaut, finalement? Ça, on arrive à des absurdités aussi. C'est la province. La province. La province. On a du chemin à faire, en tous les cas. Emmanuel, merci d'avoir été avec nous. Ça s'appelle le hold-up de Sarkozy. C'est très bien informé. C'est parfait. Je vous le conseille. C'est publié chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons Stéphane Guillon. Ça va? Ça va très bien. Alors, en l'honneur d'Hervé, un spécial télé ce soir. Et... Oui, en l'honneur de Monsieur Bourges, absolument. À vous, Stéphane, pour la semaine de Lyon.
En novembre dernier, souvenez-vous, Gérard Rolls monte sur les planches dans une pièce d'Harold Pinter. Ce n'était pas une animation pour le Téléthon, non, non. Malheureusement, Gérard est resté sur scène plusieurs semaines. Pour le sommet de Copenhague, Laurence Ferrari était partie avec une équipe de TF1 au Groenland. Sur place, la journaliste s'était écriée « Le réchauffement est une réalité ». Pour transporter une équipe de TF1 au Groenland, comptait 300 000 tonnes de CO2. Laurence Ferrari, la preuve par l'exemple, prendre l'avion, nique la banquise. En novembre toujours, Ariel Dombal préside le jury Miss France 2010. Très bon choix. Quoi de mieux qu'une vraie beauté naturelle, sans la moindre retouche pour incarner cette cérémonie. En décembre, André Manoukian pose nu pour le calendrier du Secours populaire. Faut arrêter les conneries, là. Non, franchement. 41% de dons en moins pour les associations cette année. T'envoies un chèque, en retour, tu reçois une photo de Manoukian à poil. Après, tu donnes plus, c'est normal. Pour la première fois cette année, Canal+ a sous-titré un porno pour les sourds et malentendants. S'il y a bien un genre où le sous-titre est inutile, c'est la pornographie. Hein. La levrette, c'est universel. Une fellation, par exemple, quoi qu'il arrive, la fille ne peut pas parler. C'est Canal, quoi. 25 ans cette année, il se cherche. Marc-Olivier Fogiel, Nico Saliagas et Lara Fabian ont enregistré un album au profit de la lutte contre le sida. Il n'a rien compris, Pierre Berger. L'importance des dons n'est pas liée à la maladie. Le Téléthon, un enfant malade, c'est émouvant, tu donnes. Fogiel qui chante avec les deux autres, t'éteins ta télé. Une très belle phrase de Marie Drucker, « La liberté guide mes choix ». À quand un recueil des plus belles phrases de Marie Drucker, « La liberté guide mes choix ». Pour la première fois, la chaîne religieuse At-One TV a embauché 2 speakerines. Alors moi, j'ai un petit faible pour celle de droite. Je la trouve plus sexy, plus souriante, un petit alpétit, quoi. Celle de gauche, un petit côté glacial, figé. On dirait Valérie Pécresse. J'aime moins. Voilà. En janvier, après le tremblement de terre d'Haïti, Georges Clooney s'engage pour aider les victimes. En France, c'est Pascal Obispo. 1000 excuses aux Haïtiens. Les dons ont été beaucoup moins importants. En ouverture du concert spécial Haïti diffusé sur France 2, Frédéric Mitterrand a voulu lire un poème haïtien. Bonsoir. Si une voilure d'ailes sauvages emporte l'île vers les naufrages, si le crépuscule noie l'envol déchiré d'un dernier mouchoir, et si le cri blesse l'oiseau, tu partiras. Refus catégorique de France Télévisions. Ils ont beau être aux ordres du gouvernement, quand c'est trop chiant, ils disent non. En mars, Nathalie Marquet rêve de jouer au théâtre avec Jean-Pierre Pernaut. Ça s'appelle un cauchemar. En avril, un animateur télé britannique meurt par asphyxie lors d'un jeu sexuel en solitaire. Nous, en France, on a un animateur télé adepte des jeux sexuels en solitaire, mais bon, il fait gaffe, quoi. Attention. Et on termine par une excellente nouvelle. Paris Première diffusera des films de cul après les matchs de la Coupe du Monde. Ce serait bien que nos joueurs participent, ils feraient une mauvaise prestation sur le terrain, et après on les retrouverait dans un domaine où ils excellent, le vrai dictionnaire, cunilingus.
il reste quand même de très très bons techniciens. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, on retrouve Stéphane Guillon ici le 29 mai. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Alors, mes amis, on a beaucoup parlé des agriculteurs dernièrement. Il y a 15 jours, des milliers d'entre eux sont venus crier leur détresse dans les rues de Paris. Nous avons donc décidé ce soir de rediffuser le témoignage extrêmement émouvant de Pierre Priolet, producteur de fruits dans le sud de la France. On regarde. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez fait une entrée fracassante donc, sur la scène médiatique le 17 décembre dernier. Vous écoutez ce jour-là la matinale de France Inter, où le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, est invité. Le ministre parle de la chute des revenus des paysans en 2009, moins 34%. De l'organisation des marchés, des aides à distribuer. Vous écoutez tout ça, mais intérieurement, vous bouillonnez, vous enragez et vous décidez, sans vraiment de raison particulière, d'appeler France Inter. Vous dites, j'ai appelé sans trop savoir pourquoi, j'en pouvais plus d'entendre ces conneries. Quand on appelle, on ne sait jamais pourquoi, en sachant très bien que des milliers de Français appellent. Ouais. Des milliers de Français ont des problèmes. On se dit, mais tu appelles, ça ne sert à rien. Ouais. Alors, Pierre, vous avez toujours travaillé dans le monde agricole, mais c'est au début des années 90, quand la grande distribution ne veut plus acheter aux grossistes, mais aux producteurs, que vous décidez de vous lancer dans la production de pommes et de poires. À ce moment-là, vous achetez 13 hectares de terrain à Molège, hein, en Provence. Mais pour commencer à récolter, il faudra attendre 10 ans. Mais disons que dans la vie moderne, ça paraît fou. Oui. Le monde agricole a l'habitude de travailler sur le long terme. Ouais. Le monde agricole travaille pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Ouais. C'est vrai qu'on est une race en voie de disparition. Clairement. Alors au total, vous allez investir 600 000 €, c'est quand même beaucoup d'argent. Hein. Alors, la commercialisation de vos poires, de vos pommes commence en 2000 et jusqu'en 2010, c'est-à-dire pendant 10 ans, l'exploitation n'est bénéficiaire que 2 ans. C'est exact. Alors en 2009, c'est particulièrement catastrophique, donc vous avez des pertes qui s'élèvent à 120 000 €. Vous êtes obligé de vendre un bâtiment d'exploitation. C'est exact. Pour récupérer ce pognon, quoi. Ben, pour pouvoir payer les annuités, les dettes. Ouais. Pourquoi vous en arrivez là? C'est malheureusement très simple. Donc vous vendez, vous, 17 centimes d'euros le kilo des poires qui déjà vous coûtent 40 centimes d'euros. C'est-à-dire déjà, vous vendez à perte. Moi, je croyais que c'était interdit de vendre à perte. Tout à fait. Quand les grandes compagnies vendent à perte, Bruxelles les condamne à des très lourdes peines. Ouais. Pour le monde agricole en général, c'est une logique tellement banale que plus personne n'y fait attention. Alors le pire de tout, c'est pas que vous vendiez les poires 17 alors qu'elles vous coûtent 40 centimes, c'est que vous les retrouvez, ces poires, à 2,80 €, voire 3 € dans les grandes surfaces. Oui. C'est vrai que la différence est effectivement la marge du distributeur. Elle est de combien, la marge du distributeur? Aujourd'hui, la marge d'un épicier. Ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que ces grandes surfaces marchent comme des épiciers de quartier, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc ils n'ont plus du tout leur vocation de grande surface, c'est-à-dire de permettre aux gens de payer moins cher. En gros, c'était ça au départ. On nous expliquait ça, nous. Ayant éliminé tous les commerces des centres-villes, ils se trouvent seuls à proposer la marchandise. Un grand responsable m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Le consommateur qui rentre dans mon magasin, jusqu'à la caisse, je peux le plumer, il ne va pas aller faire 40 km pour trouver une poire à 20 centimes moins cher. Il est là, il paye, il se part. Quand j'ai entendu le ministre parler des 34% de perte de revenus, j'étais en colère parce qu'en fait, pour perdre 34%, il faut déjà en avoir un. Oui, bien sûr, oui. Bon, je veux dire, donc c'est absurde. Vous croyez qu'il le sait, Bruno Le Maire, ça? Bruno Le Maire, je vais vous dire, j'ai l'impression de vivre sur une autre planète. On se jette des arguments, on fait croire aux gens qu'il y a deux camps. Mais il n'y a pas de camp. Il y a deux camps qui veulent accéder au pouvoir. Mais nous, 50% de la population ne vote pas. Tous ces gens qui sont sans voix et qu'on ne cherche même pas à attirer. Alors le pire est à venir parce que non seulement les prix sont faibles, mais ces prix, vous ne les connaissez pas quand vous vendez. C'est-à-dire que vous vendez vos fruits à des organisations de producteurs, à des centrales d'achat, qui, eux, les vendent à la grande distribution. Et en fait, ces centrales d'achat, il y en a très peu. Hein. Il y a 300 000 producteurs, mais il y a très peu de centrales d'achat.
Et en fait, vous savez ce que vous avez gagné une fois que la centrale d'achat a vendu à la grande distribution. On leur pose des produits, on n'a aucun prix. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont vendre, et comme ils disent, au mieux. Au mieux. Mais l'organisation se paye, déduit ses frais et donne le reste au producteur. Un exemple, hier, je pose la question, combien on vend les Golden? On me dit 45 centimes. Ouais. Quand vous enlevez les frais, il reste 1 centime au producteur. En fait, vous en faites cadeau de vos pommes, quoi. Voilà. L'avenir, c'est quoi? Parce que vous avez 57 ans, bientôt c'est la retraite. À la retraite, vous allez gagner 687,16 € par mois. C'est ce qu'on appelle la double peine. Ouais. C'est-à-dire que tous les collègues qui travaillent ont très souvent travaillé 46 ans de leur vie. Ils ont consacré 46 ans à embellir la nature, à produire des fruits, à produire de la nourriture, à toute la population. Ils font 8 heures à 14 heures de travail jour. Les 3 quarts, sans week-end. Ouais. Les 3 quarts, très peu de congés. À la fin de leur vie de travail, on leur dit « Monsieur, vous avez enfin droit à la retraite et vous avez droit à 697,16 €. C'est une double peine. C'est un mépris absolu c'est sûr, mais c'est sûr. De la profession. Vous avez raison. Donc un paysan aujourd'hui, c'est un mec qui vend la plupart du temps à perte. Un type qui a une retraite misérable après avoir fait un boulot épuisant toute sa vie. C'est un type qui passe pour un dingue, parce que quand on le voit à la télé, il déverse du fumier, il déverse du lait, il déverse des fruits. Donc les gens qui voient ça, ils disent c'est des cinglés. C'est un type qui vit de subventions publiques alors que c'est pas vrai, alors que vous en avez pas. C'est un type en plus qu'on traite de pollueur, parce qu'on dit avec les pesticides, vous polluez les nappes phréatiques. Donc aujourd'hui, non seulement vous gagnez pas de blé, vous travaillez pour rien, et en plus vous avez une image de merde. Donc aujourd'hui, un paysan, c'est un damné de la terre, comme on disait de mon temps, voilà. Disons qu'on pourrait plutôt résumer en exploité agricole. Ouais. Oui. C'est un exploité agricole. Alors, qu'est-ce qui vous fait tenir par rapport à ça? Vous savez, les paysans, c'est la dernière race qui pense à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ouais. Vous voyez notre société, elle ne pense qu'au profit immédiat. Ouais. On est prêt à gagner n'importe quoi, sur n'importe qui, pourvu que ça soit rapide. L'agriculteur, quand il plante, l'agriculteur, quand il investit dans des animaux, l'agriculteur, quand il arrive à concevoir son exploitation, il fait un acte de création. On n'est pas des jouisseurs. On a face à nous une société de jouisseurs, où tout est permis. Et quand on achète des produits en Chine, où on sait très bien que l'enfant gagne 5 centimes de l'heure, on s'en fout, c'est moins cher. Ouais. Je crois que le vrai débat, c'est un vrai débat de fond. L'agriculteur a envie de mettre l'homme au cœur de la vie, au cœur de la société. Et si on est attaché à notre métier, c'est qu'il y a des races. On est en prise directe avec la vie. Et les politiques, ils peuvent vous aider, Pierre? Pas comme ça. Non. J'ai entendu le débat tout à l'heure, j'avais envie de me tirer une balle dans la tête. Ouais. Ça serait une solution intelligente. Parce qu'en fait, ils parlent d'eux, ils ne parlent pas de nous. Moi, je dis, on a des difficultés, mais j'ai conscience qu'il y a des ouvriers qui se lèvent l'âme toute leur vie, qui n'ont jamais la moindre reconnaissance, ni de la société, ni de leur société. J'ai l'impression qu'il y a des tas, des milliers de chômeurs qui arrivent en fin de droit, qui sont dans notre situation. Alors, vous dites, Pierre, que vous avez envie de vous tirer une balle dans la tête. Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller tirer une balle dans la tête des gens qui vous exploitent comme ça? Ça sert à rien. Bah, il y a eu des jacqueries dans le temps, quand même. Je pense que, de toute façon, on est dans une crise qu'on nous cache. À force de mentir à tout le monde, on croit à ces mensonges. C'est ça qui m'inquiète. La chance de l'agriculteur, c'est qu'il est seul dans son champ. Il réfléchit. Il n'a pas de brouillage à sa réflexion. Et quand on réfléchit, qu'on observe, qu'on arrive à créer de l'argent avec du vide, j'observe un bénéfice de 50 milliards de la BNP cette année. Ouais. J'ai vraiment le sentiment de vivre au pays des faux-monnayeurs. Parce que l'argent, c'est le travail. Le travail, c'est l'outil. On oublie ces vérités premières. Ouais. Et quand on fera les vrais comptes, quand on s'apercevra que le pays est à l'arrêt, et que tous ces milliards annoncés sont du vent, on verra à quel point c'était important d'être les pieds dans les racines. Donc on souffre.
On sait qu'on souffre, on sait qu'on n'est pas les seuls à souffrir. Il y a énormément de gens qui travaillent dur, qui sont méprisés, pas considérés, un déni d'existence. Et c'est ce déni d'existence qu'il faut qu'on dénonce. C'est pas tirer une balle dans la tête de quelqu'un. De toute façon, si ça continue comme ça, l'occasion à tous sera donnée. Mais nous, c'est pas de dire non, on a des solutions. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête. Vous avez une solution qui est une solution en tous les cas, ça serait de rendre constructible une toute petite partie des terrains agricoles, ce qui déjà financerait vos exploitations. Il suffirait de changer un peu le plan d'occupation des sols et puis c'est tout. Hein. Aujourd'hui, il faut changer la donne, il faut qu'on accède enfin aux consommateurs. On a tous une petite partie de terrain qui est convoitée par quelqu'un qui veut mettre sa maison et que nous ne pouvons pas le faire. On mettrait 1000 mètres carrés par exploitant agricole, 330 000 exploitants agricoles. 40% de cette somme serait donnée à la trésorerie de l'agriculteur pour lui permettre de respirer. Et 60% de cette somme serait consacrée à un fonds où les actionnaires seraient les agriculteurs. Ce fonds permettrait d'acheter des magasins, à peu près 200 ou 300, simplement pour vendre aux consommateurs à prix coûtant, directement auprès des consommateurs. Ça nous permettrait, dans tous les quartiers difficiles, d'embaucher un chômeur de 55 ans qui est capable, qui est compétent, de le mettre dans le magasin, avec un vrai CDI, de prendre 3 jeunes du quartier, sans qualification, de 18 à 20 ans, dont personne ne veut, de leur donner leur chance, de les employer avec des CDI, pour avoir des vraies qualifications. Et nous, ça nous permettrait enfin de communiquer en réalité sur nos produits, sur le vrai prix que coûte notre production. Ce projet, il est fou. Mais je pense que si on n'a pas de folie dans la vie, il vaut mieux disparaître. Bravo, merci de votre témoignage. Alors, Elisabeth Guigou, il se trouve que votre père était arboriculteur au Maroc et qu'au moment de la décolonisation, il s'était installé en Provence. Les vergers de Provence, c'est une région que vous connaissez très bien et c'est un métier aussi que vous connaissez bien. Il est venu au début des années 60, il a planté des pêchers. Il s'est beaucoup endetté. Il a eu quelques années où il a pu rembourser ses dettes et puis après, c'est produit ce que vous décrivez de toute façon. Donc le verger il l'a arraché. Il a refusé, lui, toujours d'adhérer à un groupement de producteurs en raison de ce que vous dites. Parce qu'il pensait il y avait trop de frais généraux, etc. C'est quelque chose de terrible. Moi, je me souviens d'avoir vu mon père pleurer un soir. Il y avait eu de la grêle. Toute la production en l'espace d'1 heure. J'ai jamais vu mon père pleurer, sauf ce jour-là. Voilà. Donc c'est ça quand même, il faut savoir, c'est ça. Alors, il y a quand même un espoir, parce que je trouve que cette proposition de dire les agriculteurs se groupent et ils font leur propre magasin et ils vont vendre directement aux consommateurs. Moi, je pense que c'est quelque chose d'avenir, ça. Mon frère, qui est arboriculteur sur la même propriété avec ma sœur aujourd'hui, ils vont faire ça. Les consommateurs, ils vont commencer à se rendre compte quand même que c'est absurde. On achète les pommes en Chine maintenant. On achète les poires, je crois, en Afrique du Sud, les kiwis au Chili. Au Chili. La moyenne de voyage des fruits aujourd'hui dans le monde, elle est de 2500 km. Le bilan carbone, c'est fou. Oui, Ce qui est incroyable dans ce que nous dit Pierre, c'est qu'il nous a décrit un système qui nous paraît à tous d'une simplicité, d'un naturel incroyable. Et il nous dit à la fin de sa démonstration, je sais c'est fou, je pense qu'on n'y arrivera pas. Alors qu'on en est arrivé à penser que ce que vient de nous décrire Pierre est fou, alors que les pommes qu'on achète et qui font des milliers de kilomètres, qui font le tour du monde et qui sont en plus pas bonnes et plus chères, ça serait naturel. Alors qu'on comprend bien que ça, c'est la solution. La solution, elle n'est pas très compliquée. Ça fait quoi, 40 ou 50 ans que le mépris a commencé, c'est-à-dire que tout ce qui était de la terre, tout ce qui était manuel, etc., c'était le dernier des cons qui faisait ça, c'était un imbécile. Je veux dire, on ne voulait pas que nos enfants soient ouvriers, on ne voulait pas qu'ils soient plombiers, qu'ils ne soient pas électriciens, qu'ils ne soient pas cultivateurs. Je veux dire, moi, je vois dans mon petit village d'Aubréville, je veux dire, mes copains cultivateurs, ils ont eu des filles qui ne veulent absolument pas faire ce métier. Pourquoi ?
parce que l'image des choses que ça nous renvoie ne nous plaît pas. Et que dès que vous voulez faire un CAP d'ébénisterie ou de plomberie, ou si vous voulez être agriculteur, on vous prend pour le roi des cons. Quand on voit Pierre, on se rend compte que c'est pas parce qu'on est un paysan qu'on est un bouseux. Mais non, mais on est loin de là. Il faut dire que le milieu agricole a énormément changé. Ouais. Dans ces 40 dernières années, tous les collègues agriculteurs sont tous des techniciens agricoles. Ouais. Les 3/4 sont des gens qui ont quasiment des niveaux d'ingénieurs ou tout du moins de cadres qui ont transformé la France. Merci en tous les cas de votre témoignage. Merci à vous en tous les cas. Vraiment. Vous êtes les bienvenus. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Hervé Bourges pour l'ensemble de son œuvre. Dominique Farrugia pour L'amour, c'est mieux à deux, en salle actuellement. Allez-y, c'est très sympa. Christophe Alévèque pour Ciao Amore à la Gaîté Montparnasse. Emmanuel Beretta pour le hold-up de Sarkozy chez Fayard. Voilà, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. On se retrouve le 29 mai et d'ici là sur canalplus.fr. Voilà, je vous laisse avec le foot. Salut les Terriens! Ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.